Et nous voilà enfin dans la rubrique politique. Avec moi ici, Monsieur Ludovic Bokouli. Monsieur Ludovic, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci, vous-même. Ah, je me porte à merveille également. Monsieur Ludovic, je vais vous poser quelques questions aujourd'hui, à cœur ouvert, bien sûr. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. La première question, qui êtes-vous? Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure Monsieur Ludovic. Tout le monde sait que c'est Monsieur Ludovic. Okay. Qui est Monsieur Ludovic? Monsieur Ludovic, c'est très difficile de parler de soi. C'est toujours difficile de parler de soi, mais je dirais que Ludovic Bokouli est un acteur politique, entrepreneur social, organisateur d'événements, conférencier et coach. Ah, intéressant. Ce qui m'intéresse là, c'est l'acteur politique. Ok. Comment êtes-vous entré dans l'arène politique? Comment je suis entré dans l'arène politique? On va dire pour moi, la politique a toujours été une vocation. C'est quelque chose que j'ai toujours suivi, j'ai toujours aimé. D'ailleurs, je veux dire, par les études que j'ai faites, déjà à l'école secondaire, quand tu fais latin philo et que il y avait un cours qu'on appelait Realia en latin, qui parlait un peu de la vie romaine et tout, sachant que Rome a toujours été le centre, peut-être même le berceau de la démocratie et même de la politique actuelle que nous avons aujourd'hui. Donc j'ai toujours été fasciné par ce monde-là, ce monde d'influence, ce monde de politique, ce monde de gestion de la population. Cependant, quand est-ce que je me suis engagé? Je veux dire que je me suis engagé en 2015. Okay. 2015, c'est quand je me suis engagé en lançant une ONG que j'avais appelée la Nouvelle Génération de Jeunes Conscients à l'ICACI. Donc on va dire en 2015. En 2015, hein. Avec le lancement là, c'est l'événement qui a vraiment déclenché votre entrée dans la politique. Le lancement, oui. Il faut dire qu'à cette époque à l'ICACI, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui entreprenaient quelque chose pour la communauté, surtout dans le domaine de la jeunesse. Et à l'époque, quand j'avais commencé ce mouvement qui s'est basé sur la promotion de l'environnement, promotion de l'entrepreneuriat, si je me rappelle, et la promotion aussi de la nouvelle citoyenneté. Et c'est à partir de cette histoire de nouvelle citoyenneté, à l'époque, je donnais des drapeaux et des dépliants de l'hymne national dans les écoles à l'ICACI. Et j'avais remarqué qu'il y avait un mouvement des jeunes qui me suivaient, qui me demandaient de devenir leur représentant au niveau politique, et ça a été le moment où je me suis lancé dans l'arène. En tout cas, c'est très intéressant. Et quel est le rôle que vous jouez actuellement dans l'espace politique? Je veux dire que pour le moment, je joue un peu le rôle d'observateur politique, observateur et aussi analyste politique. Pourquoi? Parce que j'ai décidé depuis un moment de ne plus être dans la politique active à cause de certaines déceptions que j'ai eues sur la façon qu'on dirige aujourd'hui notre pays, la façon qu'on décide de la ligne directrice de notre pays. Alors, j'ai pris un pas en arrière et décidé un peu d'observer. Et je joue le rôle d'observateur politique, analyste politique. J'essaye de guider la jeunesse vers une politique beaucoup plus saine, beaucoup plus militante, au lieu d'aller dans ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans la jeunesse, profiter, chercher l'argent, etc. Non. C'est pour ça que j'ai pris un peu de recul. Donc je suis observateur actuellement. Oh, en tout cas, ça c'est bien. Et quelle est votre vision personnelle par rapport au pouvoir? Bon, j'ai jamais aimé ce mot pouvoir. On va dire que le pouvoir en République démocratique du Congo a été dénaturé. Ça se sent comme si nous devons être au-dessus de la population et les écraser en étant l'homme au-dessus. Non, j'aime pas trop le mot pouvoir. C'est que je veux dire... Vous pouvez répéter votre question parce que je crois que j'ai perdu le fil directeur. D'accord. Votre vision personnelle par rapport au pouvoir. Ma vision personnelle... moi, j'ai cette vision de nos pères de l'indépendance. Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, d'ailleurs, je trouve qu'on ne met pas souvent à sa juste valeur potentiel héros de l'indépendance. J'ai encore cette vision politique d'un Congo fort, d'un Congo prospère, d'un Congo uni, parce que le Congo est profondément divisé à cause du tribalisme, séparatisme, de la politique mal placée. Donc, ma vision à moi, c'est un Congo fort, un Congo uni, un Congo prospère à travers sa jeunesse, mais une jeunesse militante et une jeunesse consciente de sa capacité et de sa force à changer les choses dans notre pays. Waouh! Ça touche!
C'est vrai. Oui, oui. Donc, je peux vous recruter dans mon organisation. Comme ça, Vous avez une organisation? Oui. C'est un parti ou une organisation? Non, c'est encore une organisation sans but lucratif. C'est la nouvelle génération de jeunes conscients. Nous sommes là pour la jeunesse. Nous nous battons en organisant des événements, en organisant des activités, en essayant de relever cette nouvelle citoyenneté, une citoyenneté consciente. Donc, moi, je me bats surtout pour la citoyenneté, pour remettre cette fierté d'être Congolais. Il faudrait pas qu'on soit fier d'être Congolais seulement le jour où les léopards gagnent. Ah oui, hein? Il faudrait qu'on soit fier d'être Congolais tous les jours. En tout cas, et comment construisez-vous votre influence auprès des vôtres? Ok, l'influence, je la construis. C'est moi comme ça, comme je suis avec vous dans le podcast. Donc. Vous voyez que je construis mon influence parce que mon discours vous a touché. Ah. Donc, je construis mon influence à travers des actions concrètes, à travers une innovation dans la façon de faire les choses par rapport à la jeunesse, à travers l'organisation des événements inédits, comme des événements comme le TEDx et certains d'autres événements. C'est comme ça que j'essaie de construire mon influence. Mais j'aime pas trop ce mot influence. J'essaie de construire avec la jeunesse congolaise et particulièrement celle de Lubumbashi notre avenir ensemble. Ok, je vois. Alors, Monsieur Ludovic, vous vous êtes présenté aux élections la dernière fois. J'étais candidat malheureux. Comment était cette expérience? C'était une expérience très, très enrichissante. C'est l'une des plus belles expériences que j'ai eues. Pourquoi? Parce que j'ai été au contact de la population, j'ai discuté avec les mamans, avec les jeunes, j'ai compris leurs cris profonds, j'ai compris leurs souffrances. Ça m'a beaucoup appris aussi sur moi-même, sur à quel point je peux me dépasser, à quel point je peux aller au-delà de mes limites. Ça a été une très très belle expérience et j'espère que cette fois-ci elle sera productive. Parce que j'ai l'ambition de vous présenter aux prochaines élections. Jusqu'à ce que ça va passer. Aïe, je vois. Donc le fait d'être candidat malheureux ne vous a pas du tout découragé? Bien au contraire, ça m'a donné encore la force de me battre parce que les problèmes, il y en a encore et il faudrait les résoudre. Même quand je vois nos différentes personnalités qui sont passées, même si je ne parle pas de tout le monde, je trouve qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas leur place au Parlement. Alors, c'est fort. Oui, ils n'ont pas leur place au Parlement parce qu'ils ne sont pas là pour la population, mais ils sont là pour leur intérêt personnel. Ok. Et quel est votre rapport, comment je peux dire, ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez avec les médias? Bon, moi, j'ai toujours été... les médias en général, ou même... On va parler des médias en général, que ce soit sur Internet ou les médias physiques. Moi, j'ai toujours eu des très très bonnes relations avec les médias. Pour un politique, j'ai toujours eu des très très bonnes relations avec les médias. Vous n'êtes pas au centre des polémiques? Jamais, j'aime pas la polémique. Je suis... Des rumeurs quelconques? Non, il suffit de voir seulement mon visage. Moi, je suis doux, je suis calme. On dit que l'apparence est trompeuse. Non, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais dans mon cas, je suis l'exception qui confirme la règle. Oh. Donc... non, j'ai toujours eu des très bonnes relations avec eux et je considère que les médias, c'est le canal par lequel nous arrivons à toucher la population directement, que ce soit les médias physiques, que ce soit les médias traditionnels ou les médias sur les réseaux sociaux ou tout comme les podcasts. C'est des canaux très importants pour pouvoir transmettre notre message, transmettre notre vision et permettre à la population de comprendre pourquoi nous essayons d'avoir les différents postes que nous voulons briguer pour pouvoir les aider à améliorer leur quotidien. Ah, d'accord. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous faites comprendre à la population certaines choses, donc vous faites souvent des meetings et tout ce qui va avec. Oui, les discours, je les fais souvent, je parle souvent à la population, mais à travers les médias justement. Je ne fais pas encore des meetings ou des grands rassemblements de la jeunesse où on doit parler directement parce que c'est mal perçu actuellement dans l'arène politique que nous vivons aujourd'hui. C'est mal perçu et pour éviter de donner des problèmes aux jeunes, des bousculades, etc., j'utilise encore nos médias pour pouvoir leur parler. Ça fonctionne pour le moment. Et quand l'occasion se présentera, on le fera. Et comment vous faites pour gérer votre message? Par exemple, vous parlez, vous entendez une voix, on a Sema Binini, par exemple. Vous entendez là-bas, va là-bas, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il parle? Il parle comme tous les autres. Et d'ailleurs, vous vivez aussi ce genre de choses. Oui, je le vis. Je vis les deux faces de la carte, hein. C'est-à-dire, je vis des messages positifs et je vis des messages négatifs. Mais je suis quelqu'un qui aime la positivité. Je pense que dans la vie, il faut toujours prendre ce qui est positif et ignorer ce qui est négatif. Parce que la négativité nous tire vers le bas, mais la positivité nous fait avancer. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un jour, je quittais mon bureau, j'allais acheter des unités à une cabine qui était juste devant le bureau. Alors, il y a un vieux papa qui était là, qui est venu, qui me salue et il me dit « Bonjour ». J'ai dit « Bonjour ». « C'est pas vous que j'ai vu à la télé hier dimanche ?» J'ai dit « Oui, c'est moi ». « Ah, en tout cas, mon papa, vous êtes le champion de ma femme. » J'ai dit « Oh, le champion de c'est ouais, John Cena ou Bibiang. » Je dis « Ah, John Cena Bibiang, c'est pas na kama na kona tuku télévision. Na batoto le bekari chaka bote kimia tuku shiki. » Wow. Et il me dit « Je n'ai que 1000 francs sur moi. Beba koto et 1000 francs. Ou t'aïri pas kata moto. » Ça m'avait beaucoup touché. Donc, je prends ces témoignages positifs et je laisse les négatifs à ceux qui veulent être haineux. Ça, c'est pour eux. On s'en fout. On avance avec le positif. Ça, c'est bien. Vous avez déjà fait l'objet d'une attaque politique, attaque publique, quelque chose comme ça? Oui. Vous savez, ça fait partie du jeu politique. Oui, ça manque jamais. J'ai déjà eu plusieurs attaques. Les attaques qui continuent. Il y a des gens qui donnent toujours. Certains vont donner des bons témoignages de toi, d'autres vont donner des mauvais témoignages. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ignore tout ce qui est négatif et j'avance avec ce qui est positif. En tout cas, c'est une bonne façon de gérer, hein? Oui, mais vous savez, quand on est politique et qu'on doit mettre toutes les choses à cœur, tu vas faire un AVC à 35 ans. Alors, vaut mieux ignorer tout ce qui est négatif et avancer avec la positivité. Même si, il faudrait le dire que parfois, dans les attaques et dans tout ce qu'on nous dit de négatif, il y a aussi certaines choses qu'il faut tirer pour nous permettre de s'améliorer. Bien sûr. En tout cas, et quelle est cette valeur morale qui vous guide dans votre démarche politique? La valeur morale, c'est la loyauté. J'en ai 3. La loyauté, la fidélité et l'honnêteté. Nous vivons une époque politique qui brille par le mensonge, par la déception de la population. Alors moi, j'essaie de venir avec d'autres valeurs, qui sont ces 3 valeurs. Surtout la loyauté envers le peuple, la loyauté envers les personnes qui nous suivent, la fidélité envers ces personnes et l'honnêteté. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, tant pis. Mais il faut être honnête devant les personnes que vous guidez dans votre leadership. C'est pour qui vous avez décidé de vous engager. Exactement. C'est vrai que tous les messages ne sont pas toujours favorables. Surtout en politique, parfois certains messages sont dangereux et qui peuvent vous amener dans des problèmes, etc. Mais il faudrait d'une manière ou d'une autre essayer d'être honnête envers ces personnes-là. Ok. Et comment gérez-vous les conflits internes au sein de votre organisation? On ne peut pas dire que ça manque pas, hein? C'est un monde d'humains, quoi. Oui, les humains. Vous savez, les conflits de nos jours, les gens les évitent. Ils les évitent comment? Ils les évitent à travers le téléphone. Il a des problèmes avec les gens, ils vont parler sur WhatsApp vite fait, mais chacun va prendre de son côté. Chacun va aller à gauche, l'autre va aller à droite, on va s'ignorer des années. Et après, le jour où on va se rencontrer, on se dit, tu venais tout le ça, Johnny. Alors moi, ce que je fais, c'est quand il y a un conflit, bon, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vient me dire, non, Fulana, une fois, il a dit ça, il est parti à gauche et à droite. J'ai dit, attends, il n'y a pas de problème, toi, attends. Non, ne le dis pas, mais j'ai dit, non, il n'y a pas de problème, attends, mon frère. La personne attend. J'appelle le Mounier Fulana, il me dit, c'est maman Boris, c'est maman. Oh, il fallait... Il dit, réglez vos problèmes, vous êtes des grandes personnes. Donc, c'est par le dialogue que j'ai réglé les problèmes en interne. Et j'évite tout ce qui est garder les choses à cœur, j'évite toute hypocrisie. Je préfère que les choses soient mises à plat. On arrange, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, avançons. Parce que quand on garde les problèmes à cœur, c'est se faire souffrir. C'est se faire souffrir, effectivement. Là, vous me faites penser au sage roi Salomon. En tout cas, je crois que... Mais vous savez, j'ai toujours dit que Salomon, ça a été le premier des politiques. Vous savez ça? Ah bon? Oui, ça, quand on regarde la Bible, je crois que le premier de tous les politiciens, c'était Salomon. Le meilleur. Oui, parce que de toute façon, il gérait les gens. Il y avait beaucoup de politique. Ah oui. Il y avait beaucoup de politique. En tout cas, donc, il faut avoir un peu de Salomon en soi pour se lancer dans cette histoire. Oui, il faut avoir un peu. Okay. Peut-être même beaucoup. Ah, waouh.
En tant qu'acteur politique, M. Ludovic, avez-vous déjà commis des erreurs? Oui, j'en ai connu plusieurs. Mais les erreurs nous permettent de nous relever et nous permettent aussi de fixer certaines choses que nous avons fait dans le passé que nous avons mal fait. Et moi, j'ai appris de mes erreurs. Ce qui me donne même beaucoup de recul, qui me donne même une certaine sagesse et une certaine façon de faire les choses. Donc les erreurs, ça manque pas. Mais persévérer dans l'erreur, c'est ça qui est diabolique. Bien sûr. Et une erreur à partager avec nous? Vous voulez faire des millions de vues? Qu'on me rappelle tout le temps en route. J'avais fait ça et puis c'est arrivé. Et puis ça. Je vais donner une erreur, par exemple. À l'époque, quand je me suis lancé en politique, j'avais tendance à vouloir tout faire seul. C'est-à-dire, je voulais toujours tout gérer tout seul. Même si j'avais une équipe avec moi, je ne voulais pas. Quand on doit organiser un événement, c'est moi-même qui va aller louer la salle, moi-même qui va voir les partenaires, moi-même. Je voulais toujours qu'on me voie partout, que je contrôle tout, que je sache tout. Et c'était une très, très grosse erreur. Très grosse erreur, non seulement pour moi-même, ma santé mentale et physique, mais aussi c'était une façon de négliger les personnes qui m'accompagnaient. Et quand j'ai compris que je faisais cette erreur, j'ai commencé à déléguer. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je délègue à un point que parfois, dans certains événements, c'est moi qui suis derrière, mais les partenaires et les gens avec qui nous sommes pensent que ce sont les personnes qui m'accompagnent qui sont derrière cet événement. J'ai compris, j'ai appris de cette erreur. Voilà, ça c'est soft. Donc on peut prendre ça. C'est quelque chose que chacun de nous, de toute façon, devra améliorer parce qu'on doit devoir apprendre à déléguer certaines tâches. Exactement. En tout cas, c'est... Et quel est votre positionnement par rapport à certains événements qui se passent dans la vie, beaucoup plus dans la politique, bien sûr. Il y a sûrement ces choses-là que vous n'appréciez pas. Vous dites, si c'était moi, telle personne, j'aurais fait ça ou ça. Oui, Vous savez, dans chaque secteur de la vie politique actuellement au Congo, il y a énormément de problèmes. Mais je pense que les problèmes en République démocratique du Congo doivent être réglés à partir de la base. La base, je vois l'éducation, je vois la jeunesse. Quand on prend par exemple l'exemple du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et nouvelle citoyenneté, je me dis qu'ils doivent revoir la façon dont on enseigne le civisme à nos enfants. Vous pouvez aller dans nos écoles aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui connaît bien l'histoire de Jules César, mais quand vous lui parlez par exemple d'un Moulélé, d'un Évariste Kimba, d'un Okito, qui sont des héros de l'indépendance de notre pays, qui sont des héros de la congolité que nous connaissons aujourd'hui. Ces enfants ne le connaissent pas. Au Congo, nous avons tué la notion de héros. On a toujours tendance à voir les héros ailleurs, mais le héros congolais, il n'existe pas. Pourtant, nous avons beaucoup les Mamadou Ndala, etc. Mais nos jeunes ne les connaissent pas. Alors, ils ne savent pas s'identifier à un Congolais qui a fait de la grandeur dans son pays. Et à partir de là, c'est déjà un problème. Il va s'identifier aux étrangers qu'on apprend à l'école et il va toujours avoir ce sentiment de vouloir quitter ce pays. Donc, le sentiment de quitter ce pays et de perdre cette congolité commence déjà dès l'école. Il faut changer. Vous avez vu à l'école aujourd'hui un jeune qui ne sait même pas chanter l'hymne national, qui ne connaît même pas la d'ailleurs, même parmi nous-mêmes dans l'équipe, si je demande qu'on chante l'hymne national, on aura des catastrophes. Ah non, si tout le monde connaît l'hymne national, nous allons très bien chanter si vous le connaissez. Ou encore la signification de notre drapeau, ou même les couleurs qui se trouvent sur notre drapeau. Donc déjà, ça c'est un problème. L'éducation, elle est biaisée. Si on va dans les domaines de l'économie, la répartition des richesses de notre pays, c'est biaisé. Nous vivons dans un pays extrêmement riche. Et croyez-moi, extrêmement riche avec de l'argent qui sort tous les jours. C'est vrai, certains vont dans les capitaux étrangers, mais beaucoup entrent aussi dans les caisses de l'État. Mais la redistribution de cet argent, c'est problématique. Et il n'y a même pas cette éducation financière au niveau de la population congolaise. Aujourd'hui, le taux de dollar a certes baissé, mais le taux de dollar a baissé. Ce que les Congolais ne savent pas, c'est que le pouvoir d'achat du Congolais aussi, il a baissé. Et il a baissé radicalement parce que le taux de dollar a baissé, la monnaie ne se sens plus à ce taux-là, mais les prix sur les marchés, au lieu de baisser, ils ont augmenté.
Donc, le pouvoir d'achat du Congolais a baissé. Et ça, beaucoup de Congolais ne le savent pas. Batassema Pala, c'est la période des fêtes, Bintu Binapanda. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont perdu de leur pouvoir d'achat. Et c'est un problème. Je pourrais continuer comme ça jusque demain. Il y a trop de problèmes. On peut prendre la culture. Aujourd'hui, la culture congolaise. À quoi sert le ministère de la Culture que nous avons? À quel moment notre culture a été valorisée? Or, la culture, c'est notre identité. C'est ce qui fait de nous Congolais. C'est pour ça qu'il y a du tribalisme aujourd'hui, parce que les Congolais n'arrivent pas à séparer les valeurs culturelles avec les valeurs tribales. Ce qu'on devait aujourd'hui mettre en avant par nos associations socioculturelles, ce sont ces valeurs culturelles, pas le séparatisme. Tout ça, il y en a beaucoup, il y a trop de problèmes. En tout cas, si on doit commencer à les énumérer, alors c'est tout un bouquin que nous avons. Oui, il y a trop de problèmes dans ce pays. Et il faudrait faire un autre podcast sur chaque problème de ce pays. En tout cas, pour finir, Monsieur Ludovic, un mot aux jeunes, parce que je vois que vous voulez vraiment vous voulez commencer avec la jeunesse, parce que vous estimez que quand on a une bonne base, le reste ira bien. Oui. Alors, dites quelque chose aux jeunes. C'est drôle, il y a une phrase qui me vient en tête du fait Étienne Tshisekedi qui disait « Tenez bon les jeunes, IDPS vaincra ». Mais bon, on va pas dire ça, on va pas aller dans ça, c'est juste pour rire. À la jeunesse congolaise, l'espoir, il y a encore l'espoir d'un Congo meilleur. Il y a encore des jeunes qui aujourd'hui, ils ont l'envie de faire les choses différemment et d'exceller dans chacun de leurs domaines. Moi, je dis toujours, si la politique n'est pas votre vocation, n'entrez pas en politique pour faire de l'argent. Et c'est tout. Ce pays n'a pas besoin de plus de politique. Ce pays a besoin de techniciens. Ce pays a besoin d'entrepreneurs. Ce pays a besoin dans beaucoup de domaines, on a besoin des plombiers. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes un pays sous-développé, très endetté. Dans ce pays, on manque de tout. Quand il vient de pleuvoir, il a plu là. Quand vous passez dans les rues, les caniveaux sont presque pleins partout. Pourquoi? Parce que les canalisations ne sont pas bien faites. Nous avons besoin des techniciens, nous avons besoin des plombiers, nous avons besoin d'électriciens. Nous avons, dans tous les domaines techniques, le travail des mains, nous en avons besoin. Et je me demande ce que le ministère des formations professionnelles fait, parce que nous en avons énormément besoin. Nous avons besoin d'ingénieurs. On en a besoin énormément, parce que pour développer un pays, il faut les domaines techniques. Nous avons besoin de beaucoup d'ingénieurs. Arrêtez de vous remplir à la faculté de droit là-bas. On a besoin d'ingénieurs. On a besoin d'économistes, parce que nous vivons dans un monde qui est devenu totalement financier. Alors nous avons besoin des gens qui sont spécialistes en intelligence économique pour changer les choses dans notre pays. Donc arrêtez de penser que la vérité se trouve en politique. La vérité se trouve dans tous ces domaines de la vie dont nous avons besoin, et nous avons énormément besoin dans ce pays. Donc jeunes, tenez bon, travaillons ensemble pour aller de l'avant et changeons les choses dans notre pays. Merci. Nous tiendrons bon. En tout cas, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous, Monsieur Ludovic. En tout cas, j'ai appris, j'ai été touchée. Je crois que la prochaine fois, je vous reverrai encore ici. Non, le plaisir est partagé. J'aime l'environnement et sympa, c'est calme, c'est sans prise de tête. J'espère revenir très bientôt. En tout cas, nous aurons encore le plaisir de vous inviter la prochaine fois. Cette fois-ci, peut-être pas en tant qu'acteur politique, peut-être qu'événementiel, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses ici. Oui, d'ailleurs, il y a un grand événement qui arrive là, au mois d'avril 2026, le TEDx, mais ça sera à Kolwezi, le TEDx Kolwezi. Donc j'ai besoin de volontaires, des bénévoles qui veulent venir travailler avec moi pour cet événement. Si vous écoutez le podcast ou vous le regardez, vous êtes les bienvenus. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.